Alors maintenant qu'on a le back qui est bon pour le login et le sign up, on va pouvoir lancer notre front. Alors on va pas oublier, alors j'ai fermé le back, ce serait bien quand même qu'on ait le back qui tourne quelque part. Donc on va l'ouvrir avec git bash, on n'a pas besoin d'ouvrir VS Code en entier. Et puis hop, je regarde vite fait mon package.json, est-ce que j'avais un script? J'ai oublié. Package.json, si je regarde, je vois que j'ai voilà, npm run dev. Je pourrais faire ça. Ok, très bien. Donc je vais faire npm run dev. Et normalement, là, je vais avoir mon back qui tourne. Parfait. Donc là, maintenant, si je vais sur mon localhost 3000, normalement, j'ai voilà, j'ai bien un serveur qui me dit que j'occupe pas de route ici, et j'ai bien un serveur qui tourne. Alors maintenant, je vais pouvoir aller. Ah bah, il tourne déjà. Pourtant, j'ai pas mon front qui. Bon. Il doit être en cache, je pense. Je vais faire un CTRL SHIFT R, c'est un hard reload avec un vidage de cache. Voilà, et là effectivement il n'arrive plus à y retourner. Donc on va aller sur notre front, on va ouvrir notre front avec VS Code et puis on va pouvoir faire tourner le front. Alors c'est parti, j'ai oublié le script, ce que c'était un npm run dev. Parfait, donc on va là faire npm run dev. Et normalement, un petit refresh, on devrait être bon. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il tourne sur 3000. C'est chiant ça, parce que moi, mon serveur aussi, il est censé tourner sur 3000. Comment ça se fait qu'il a réussi à aller sur 3000, puisque normalement le port 3000 était occupé? Qu'est-ce qui se passe? Là, oui, c'est mon port 3000. Ah, c'est peut-être pour ça que ça déconnait en fait. Tout à l'heure, le problème, c'était pas que j'avais un autre serveur qui tournait sur le même port. Je pense que c'est lui en fait qui devait déconner. C'est marrant. npm run dev, regardez, hein, ici, vous voyez que j'ai bien mon back qui est sur le port 3000 et moi j'ai mon front qui est en train d'essayer de tourner sur le port 3000 aussi. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Je vais voir si dans mon... je vais essayer de forcer un autre port. npm run dev, comment est-ce que je pourrais faire? Alors dev... Alors c'est vite qui est en train de me servir. Je vais lui dire vite force port configuring vite. Bon, j'ai cherché un petit peu en fait, j'ai vu qu'en fait il y a parfois un petit souci avec Vue, c'est que en fait il utilise localhost et 127.0.0.1 de manière un petit peu indistincte. Alors, et parfois il va vous montrer localhost alors qu'en fait il est en train de servir sur 127.0.0.1. Même si en fait c'est la même chose, en fait là j'en ai un, là vite il me montre qu'il est sur localhost et lui aussi derrière lui sur le back il est sur localhost. Dans la réalité, il y en a un des deux qui est pas sur le même. En fait, ils sont pas exactement sur le même, puisque c'est pas exactement la même adresse IP. Vous voyez que si je fais un localhost 3000, là, je crois que je suis sur mon serveur, alors que si je fais 127.0.0.1, 3000, là, je suis sur Mythomania. Donc en fait, c'est le problème de 127.0.0.1 ou bien localhost. Je connaissais pas du tout cette erreur. Vous voyez que, bon, voilà, il y a quelqu'un qui explique ici ce petit souci, qu'est-ce que c'est. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé, je peux vous montrer comment j'ai trouvé voilà, j'ai chargé ça vite, run port already used, et j'ai vu qu'en fait, j'étais pas le seul qui avait ce problème-là. Donc, moi, j'ai des gens qui m'ont conseillé de faire voilà, un petit fichier vite.config.js. Et alors, est-ce que j'ai un fichier vite.config.js? Ouais, il est là. Resolve alias, voilà, en fait je crois qu'il utilise un alias, file URL tout pas, je sais pas si c'est lui. En tout cas, je vais essayer de lui mettre un config, si on cherche port, normalement, c'est pas lui, c'est voilà, serveur port 3030, preview port 8080. Je pourrais lui dire ça peut-être. Preview, on peut lui mettre ça, hein. Ce sera dans define config. Donc du coup ce sera là. Port 8080. J'ai l'impression qu'il a besoin de redémarrer. Non, il est toujours sur le port. Ouais, non, là. Du coup
c'est peut-être serveur, on va voir. Allez, allez, allez. On relance. Ok, parfait. Donc là, il est bien sur un autre port. Parfait. Sur le port 8080, donc là, on va pas avoir de problème. Donc là, le 3001, je pense qu'il marchera plus. Donc je serai obligé d'aller sur le port 8080 et on aura plus de problème normalement. Allez, localhost 8080, go. Parfait, donc là on est bon. Ok, moi ce que je voudrais, c'est que quand je clique un sign in là, et ben il essaie de nous envoyer une requête. Alors regardons qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce sign in. Alors on avait un bouton ici. Voilà, donc c'est ce sign in. Vous voyez que quand on clique dessus, on a la fonction check credentials qui est appelée avec this username et this password. Alors le check credentials, je ne sais pas si c'est un très bon nom maintenant, puisque ouais, j'ai vaguement une vague vérification là-dessus. Nous, on avait déjà deux watchers là. On avait un watcher sur le username et un watcher sur le password qui allait nous dire si le form était valide ou pas. Donc moi je pense que ce check credentials, on pourrait peut-être le renommer, on pourrait l'appeler submit form, peut-être, un truc comme ça. Alors ce submit form, qu'est-ce qu'il va faire? Avant, on checkait si on avait voilà, Benoît.regen, ABC123, myJotToken. Tous ces machins-là, on va pouvoir un petit peu les modifier maintenant, puisque tout ça, on va pouvoir expédier tout ça au serveur. Tout ce qu'on sait jusqu'ici, c'est que on n'est normalement pas capable d'envoyer quoi que ce soit s'il y a un des deux champs qui est vide. Vous voyez, c'est ça qu'on avait fait avant, c'est que si j'en ai un des deux qui est vide, il me dit fields cannot be empty, je ne peux pas cliquer. Par contre, à partir du moment où il y a quelque chose, je peux cliquer. Pour l'instant, le clic, il fait pas grand chose, si ce n'est... Ah, si, alors on a un problème. Si je clique sign in, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Invalid password. Pourquoi est-ce qu'il nous dit invalid password? Password est différent de ABC123. Ah oui, là effectivement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Donc là, c'est notre petite vérification à nous, mais tout ça, on va pouvoir le virer maintenant, vu qu'on a un serveur qui peut, nous renseigner tout ça. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est une requête au serveur maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, on va pouvoir lui dire de faire un fetch. Et alors, il va nous falloir l'adresse du serveur. Alors, l'adresse du serveur, ça va être quoi? On va la mettre quelque part. Vous savez quoi? Je vais la mettre dans mes variables d'environnement, peut-être. Je vais aller dans mes variables. Oh, tiens, j'ai pas de variable d'environnement ici. Attends. Ah ouais, j'en ai pas. Intéressant. Je vais me créer, alors je vais me créer une variable d'environnement. Alors on va l'appeler ici. Ah mince, attendez, pardon. Ah, non, 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 voilà, voilà. On va la créer ici. On va faire un petit fichier .env. C'est là qu'on mettra des trucs confidentiels ou notamment par exemple l'adresse des serveurs. Bon. C'est où est-ce qu'on va serveur adresse est égal à ouais, allez, on va dire que ce sera localhost et puis on appelle ça serveur port qui sera donc égal à 3000. Alors pourquoi on met ça dans un fichier d'environnement? Parce que c'est plus facile, voilà, parce que c'est des choses qu'on a des variables qu'on a envie de changer quand on déploie et qu'on ne sait pas encore exactement où est-ce que le serveur sera déployé. Alors, vous savez bien que si vous avez besoin d'avoir accès à un fichier d'environnement, vous avez besoin d'installer .env. On va faire npm-i.env. Comme d'habitude, on vérifie direct dans le package.json qu'il apparaît. On a un .env qui devrait apparaître ici. Voilà, très bien, il est apparu là. Et si vous regardez la doc de .env, vous verrez que vous êtes obligé de rajouter une ligne en haut de votre code qui sera require.env avec une invocation de fonction qui est, voilà, require.env, point config, voilà, c'est ça.
Et alors ça, on va mettre ça dans notre... il dit le plus tôt possible, donc on va mettre ça dans notre main.js. Voilà, et ben, écoutez, on va mettre ça ici. Parfait. Require.env.config. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre import? Parce que require, c'est plutôt pour quand on est du côté serveur, alors que là, on est dans le browser. Ouais, vous voyez, voilà, en ES6, c'est peut-être un petit peu mieux. Import.env.config. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je préfère faire comme ça. Ouais, voilà, c'est mieux. N'oubliez pas, quand vous avez un fichier d'environnement, on le met tout de suite dans un git, dans le git ignore. Voilà, donc là j'ai bien un git ignore. Je vais quand même vérifier que j'ai mon .env intérieur de mon git ignore. Ah, non, il n'y en a pas. Eh ben, j'ai bien fait de vérifier. Alors, eh ben, on va mettre le .env et puis on va en profiter pour ajouter notre module au cas où il n'y est pas déjà. Est-ce qu'il y est? Ah non, il y est, c'est bon, il y est déjà. Okay, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, fetch. Déjà, j'ai envie de lui faire un console.log de notre process.env. Et ça va être le contenu de nos variables d'environnement. Est-ce que ça marchera ça? Hop, allez, recharge. Alors, process is not defined. Donc ça, c'est bizarre. Pourquoi? Est-ce qu'il est pas... Il n'a pas réussi donc à nous enregistrer. Alors pourtant on est dans le app.js, où est-ce qu'il était notre main.js, package.json, on était donc celui-là, attendez, dans notre index.html. Alors attendez, ah ça c'est notre index.js, c'est quoi? C'est notre module, source, UI, roots, voilà, on est dans notre main.js. Ah, peut-être que j'aurais dû faire quelque chose après l'import, il y avait peut-être quelque chose à faire. Console.log process.env. Je vais mettre ça quand même ici, on va voir si ça marche. Allez, on relance sur rundev. Et non, ok, ça marche pas. Bon, bah écoutez, c'est bizarre, multi-line view, comment, machin. On va voir vue.env, on va voir comment ça marche. Comment ça marche, .env avec vue.js. Blablabla, qu'est-ce qu'il dit? Place in your project root, ok, vue app, process.env in your application, process.env. If your project was created by using Vue CLI3, no need to use .env to get environment variables. Bon, ouais, bah, je sais pas si nous c'est comme ça qu'on l'a fait. Ok, je suis retourné là donc sur la doc et elle dit le plus tôt possible il faut mettre ces lignes là, et en fait après ce que j'ai compris c'est pas dans le main.js qu'il faut le mettre, apparemment je crois que c'est dans la config qu'il faudrait le mettre. Donc en fait j'ai fait ça, j'ai dit regardez, on va prendre le import.env.config, on va le foutre là. Voilà, et puis ensuite je vais lui dire console log process.env. Voilà, et là vous voyez que ça marche. Donc en fait il fallait le mettre dans le vide.config. Du coup ça veut dire que si je lui cherche par exemple le serveur adresse, est-ce que ça marche? Voilà, localhost. Ok, parfait. Donc bien, on est bon. Alors, du coup ça veut dire normalement que si je vais là, il est capable de le trouver ou pas? Alors, console log process.env. Non, lui en fait il arrive pas, hein, j'ai l'impression. Bon, écoutez, on va chercher ça. Hein. Alors, view component has no access to env variables. Alors, j'ai trouvé lui, all undefined. Variable name should start with view app if to be statically embedded into the client bundle. Ah bah ok, bon bah c'est bon à savoir. Alors hop, on va mettre ça dans le... Ok, donc on va se mettre là sur les deux et on va mettre view app apparemment.
Ça marche comme ça. Ok, alors est-ce que mon login page il marche? Ah, oh là là, pardon, excusez-moi, je suis bête. On était dans le submit form, évidemment, je l'ai pas lancé le submit form. Alors, attendez, je vais voir si ça marchait sans le submit form. Bon, je vais remettre ça comme c'était avant. Je vais faire un submit form qui était donc là. Est-ce que ça marche? Process is not defined. Ah là là. Donc bon, bah, écoutez, c'est toujours le même problème. Hein. Ouais, je crois que c'est lui qui me pose un problème. Est-ce que là ça marche mieux? Process is not defined. Process is not defined, c'est bizarre. Si on contrôle Shift F, où est-ce que j'ai mis un process? J'ai mis un process nulle part. Donc ça veut dire que c'est uniquement mon fichier vite config qui lui pose un problème. Si j'enlève ça, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, process is not defined. Alors là, ça a l'air d'être un peu plus grave. Ok. Alors, dans mon login page, est-ce que j'avais un process quelque part? Non, même pas. Non, j'ai touché à rien. Ok, dans le routeur, est-ce que j'avais un process? Je pense que non. Je vais faire un CTRL SHIFT F process. J'ai que dalle. Très bizarre. Bon, écoutez, on va chercher cette erreur. Hein. Hop, on va chercher view, référence error, process is not defined. Ok, qu'est-ce qu'on voit là? If you are using vid, import.meta.env instead, process.env is removed. Ah, je savais pas ça. And make sure your variables start with vit in the end file. Bon, donc ça nous rapproche un petit peu. Donc on va retourner là. Je vais remettre des. Oh, voilà, c'était vue app. Lui il me disait qu'il fallait que ça commence par vite. Lui il me dit que ça commence par vue app. C'était écrit quand le 9 mars, donc c'était il y a 2 mois. Moi je ferais plutôt confiance, à ça. Donc, ok, au lieu de vue app, on va plutôt appeler ça vite. Et puis il a dit qu'en fait on n'utilisait pas de process et que donc dans le login là, au lieu de nous faire voilà, au lieu de faire un console log de process.env, il fallait faire un console log de import.meta.env. Est-ce que ça marcherait? Alors, property env does not exist on type. Bon, on va essayer ça déjà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si. Est-ce que la page se charge déjà? Hop. Toujours pas, donc on continue à chercher. Alors, lui, il n'avait pas fini, il avait dit. Hop, regarde le lien ici, là. End mode, ok. Vite exposes variables on the special import.meta.env objects and built-in variables are available in all cases. Ok, donc en gros, import.meta.env, normalement, tout ça, ça existe. Hein. Vite uses .env to load additional environment variables from the following files in your environment directory. Autrement dit, je l'ai utilisé, .env, je crois que je l'ai importé pour rien du coup, hein, puisqu'il l'utilise déjà. Est-ce que c'est qui ça? Ouais, donc lui c'est... Ouais, donc c'est vraiment .env qu'on avait déjà. Donc je peux le désinstaller. npm remove .env. Enfin, hop, je vais tuer le serveur. npm remove.env. Voilà. Avec un peu de chance, ça nous a réglé le problème. Ah merde, ah non. npm rundev, voilà. Ah, the following dependencies are important but could not be resolved. Ok, .env config. Ah oui, d'accord, c'est moi qui avais écrit ça. Eh oui, d'accord. Ok, oui, donc je vais dire. Ah, c'était ça en fait, peut-être le problème. Ok, on va voir. Ok, ça a l'air de marcher. Est-ce que ma page elle marche maintenant? Oui, maintenant elle marche. Ok, donc en fait j'avais importé .env pour rien, et puis c'est ça qui déconnait. Et apparemment je devrais être capable, si tout va bien, je devrais être capable de voir import.meta.env à la place. Dès que je fais le sign in, hop, voilà, et là j'ai bien tout, parfait. Vite serveur adresse et vite serveur post. Ok, ok. Bon, bah en fait c'était ça le problème, c'est qu'il n'y avait rien besoin de faire avec le process.env, machin. Il
fallait faire import.meta.env. Donc je suis désolé, mais comme je vous ai dit, je suis débutant avec Vue, donc j'ai quasiment, j'ai 0 expérience de plus que vous, hein, donc voilà, je tâtonne autant que vous. Alors on y va. On voulait faire un fetch maintenant, hein, donc on pourrait faire ça. Donc alors ce serait quoi notre URL? Notre URL ce sera http alors c'est pas donc localhost puisqu'on avait dit que le localhost, voilà, ce sera vite server adresse. Alors ce sera import.meta.env. Voilà, import.meta.env. Voilà, ça fait long. Je vais plutôt appeler ça comme ça. Je vais lui dire const vite server adresse, vite server port est égal à import.meta.env. Et puis là, ensuite, je vais lui dire donc, tu vas mettre ça là, et le port ici. Voilà. Ah, et on n'oublie pas d'interpoler tout ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, là, si je lui fais un console log de l'URL, je devrais être capable de voir l'URL où on pourra faire un fetch. Alors, allons-y. Si on retourne sur le login et que je lui fais un sign-in, voilà. Donc, l'URL, ce sera http://localhost 3000/api/login. Donc, on pourra utiliser cette adresse maintenant. Hein. Je vérifie dans le bac, mais oui, il me semble que c'était ça. Hein. Non, c'était pas API, c'était auth, je crois. C'était auth, je vais changer ça. Ok, donc on a une URL qui est là, et alors qu'est-ce qu'on voudrait faire? Eh bien, on voudrait faire fetch de l'URL. Alors la méthode, ah bah tiens, parfait, il nous envoie pas mal de trucs. Alors, je vous rappelle qu'en fetch, donc le premier argument, c'est donc une URL, le deuxième argument, c'est des options. D'ailleurs, on va se fabriquer des options ici. Hein. Const option est égal à. Alors, dans la méthode, ouais, voilà, ce sera post. Ce qu'on avait fait avant, donc voilà, c'était. Je vais vous ouvrir quand même la requête qu'on avait fait quand on avait fait. Vous savez qu'on était en train de tester le back. Voici notre request.http. Vous voyez, c'était ça qu'on avait fait. On avait fait une requête post sur API localhost 3000 auth login. Voilà, donc chez nous, ce sera ça. Ce sera voilà, localhost 3000 à API login. Alors non, on avait dit que ce serait voilà auth login, très bien. Ensuite, on avait dit que voilà le content, donc dans les headers, on avait mis content type application JSON. Donc ça, on pourrait faire la même chose. Donc dans les headers, on mettra content type application JSON. Et dans le body, voilà, on va mettre un JSON stringify de email et password. Donc ça, ce sera notre voilà, ce sera nos options. Hop, donc ça, on va enlever ça ici. Là, je vais lui mettre option. Donc fetch URL, voilà, et voici donc nos options. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire? Une fois qu'on a reçu une réponse, on va faire res.json pour transformer la réponse en JSON. Et alors res, c'est une bonne question. Bon, déjà on va pas oublier de mettre un catch. Hein. On va lui dire catch, s'il y a une erreur, on va lui dire peut-être, allez hop, console error. Alors c'est intéressant, il me dit Danglu Shubai, c'est du chinois. Vous savez que Vue.js a été développé par un chinois au passage. Danglu Shubai en chinois ça veut dire Danglu c'est login et Shubai c'est échec. Donc là on va virer ça, on n'a pas besoin. Console error, ouais, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire de la réponse? Pour l'instant la réponse là on va rien en faire. On va juste la loguer, la réponse. Ah oui, et alors là, du coup, ces machins-là, on risque de plus en avoir besoin. Hein. Alors, on enlève là ces vérifications. Et puis ça aussi, là, le routeur push, je vais le commenter pour l'instant parce qu'on n'en a pas encore besoin. J'ai pas envie qu'il me change de page. Alors allons-y. Sign in. Ah. Access to fetch at machin from 80 has been blocked by course policy. Alors là, c'est mon serveur en fait qui accepte pas le course. Bon, alors dans ces cas-là, je vais aller sur mon serveur.
Hop, où est-ce qu'il est là? Il est là, je vais le tuer. Je vais dire npm i course. Donc en gros, ça veut dire, bon, je vais autoriser mon serveur. Là, je rentre dans le back 30 secondes juste pour lui dire à mon application d'accepter les requêtes qui viennent de n'importe où. Et aussi que le browser. Attends. Alors, app.use, voilà. Donc, je vais lui faire hop, const course est égal à require course. Qu'on vient juste d'installer. Hein. D'ailleurs, si je regarde dans le package.json, normalement, j'ai un course qui est là. Très bien. Et je vais lui dire app.use. Allez, course. Je sais pas s'il faut je sais pas s'il faut mettre des parenthèses après ou pas. On va voir. npm course. On va voir le mode d'emploi. Alors, simple usage. Voilà, app.use course avec des parenthèses. Donc en fait, course c'est une fonction. Donc il faut l'invoquer. Parfait. Ok, hop, je ferme. On va relancer notre serveur. Très bien, donc il est sur listen on port 3000. Ok, donc là il a fait un post localhost 3000 hot login. Très bien. On va recommencer. Bim. Ok, parfait. Donc là on a une erreur qui est différente, donc c'est intéressant. Il me dit unauthorized. Alors c'est intéressant, on va voir pourquoi il me dit qu'il est unauthorized. Ah bah c'est encore un course. Ça fait chier là. Ah non, non, ça c'est celui d'avant. Attendez, on va tout effacer. Hop, sign in. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ah, wrong password. Ah, bah génial. Effectivement, vous voyez que c'est ABC 1, 2, 3. Donc là, je vais lui mettre plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sign in. Non. Tiens, c'est bizarre. Benoît comme régène. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Wrong password. Alors qu'est-ce que je lui ai envoyé dans le payload? Je lui ai envoyé Benoît comme régène@gmail.com, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me répond wrong password. Alors, je serais intéressé de comprendre pourquoi. Bon, écoutez, on va réouvrir le bac une petite seconde. Voilà. Je vais essayer de refaire une requête avec alors auth login, et puis là je vais mettre benoît.mregen, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va envoyer la request, et qu'est-ce qu'il nous dit? Unauthorized wrong password. Ah bah, c'est marrant ça. Donc c'est un problème côté back. Pourtant, si je regarde chez mes users, j'ai bien benoît.mregen avec un password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je lui ai fait un login et il me dit unauthorized. Donc ça, c'est très bizarre. Qu'est-ce que je lui dis? Send request, si je lui fabrique un bob, il me dit OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite si je vais lui chercher le bob avec le même mot de passe? Hop. Là, il me dit que c'est bon. Donc en fait, c'est le Benoît Mregen qui est pas bon. Ah, je sais. Attends, non. Oui, 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 je sais. C'est que nous, maintenant, il part du principe que notre base de données, elle ne sort que des passwords hachés. Donc en gros, vous voyez que quand on veut faire un login, quand on veut faire un log user, il va faire une comparaison d'un mot de passe et d'un hash. Vous voyez que quand il fait un check password, il va comparer un password et le user.password. Sauf que en fait, lui, il s'attend à comparer un password et un hash. Donc ça veut dire que pour les anciens passwords, ça marchera plus. Attendez, on va régler ça. Hop, on va hasher. Qu'est-ce qu'on va faire? Jot.sign. Non. Je vais chercher notre bcrypt par ici. Voilà. On va faire const bcrypt est égal à require bcrypt. Voilà. Et puis on va lui faire ça. Donc bcrypt.hash. Et alors on va hasher 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va passer 10 fois dessus. Voilà. Ah, voilà. Alors vu que ça nous fait une promesse, il faut qu'on la résolve. Donc then console log. Voilà. Then console log. Voilà. Et donc en fait, voici ce qu'il faudrait. Normalement, c'est ça qu'on a dans la base de données. Donc, je vais copier ça. Et puis maintenant, là, chez Benoît Mregen et chez tous les autres, partout il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais remplacer ça par ce hash ici, là. D'ailleurs, c'est un petit peu moche. Vous savez ce que je vais faire. Hop,
faire hop, je vais appeler ça mock hash. Mock ça veut dire faux, hein. Donc hop, faire comme ça. Et puis hop, hop, on va faire comme ça. Oups. Voilà. Donc ils ont tous le même hash, puisqu'en fait ils ont tous le même mot de passe. Je vais quand même mettre un commentaire ici. This is the hash for the password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, si je lui envoie le 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Benoît, il va hasher 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il va retrouver la valeur qu'on a là en base de données. On va voir ça. Hop. Voilà, donc là on est bon. Parfait. Je vais sortir de là et je vais refaire un sign-in. Hop. Voilà. Car là, qu'est-ce qu'il me dit? Parfait. Donc là, il me renvoie un token avec l'email. Ok, donc là, bah, parfait, c'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de ce token? Ce serait bien que bah, on le sauvegarde, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On lui a dit donc fetch URL options, then res.json, then console log la réponse. Ah oui, alors est-ce qu'il nous l'a logué la réponse? On va voir là. Voilà, email et token. Bien. Qu'est-ce qu'on voudrait faire de cette réponse? Ben, on voudrait plutôt ouais, bah, save res. Bah, ouais. Donc le token c'est quoi en fait? Le token c'est res.token. Voilà, donc le token il est là. Et puis on pourrait aussi sauvegarder l'email. Non, il n'y a même pas besoin de sauvegarder l'email. Je pense pas qu'il y ait besoin de sauvegarder l'email. On va juste sauvegarder le token pour l'instant. Si on en a besoin d'email plus tard, ben, on fera ça. Donc bah, ce const token, on va le mettre là-haut. Oups, pardon, là. Et donc du coup, ce token, bah, c'est quoi? C'est pas myJotToken, maintenant c'est res.token. Et puis là, ce local storage.setItem, ce sera, voilà, token, voilà, très bien. Donc on va recommencer. On va regarder l'application ici. Vous voyez que là, mon token, c'est juste myJotToken. Je vais le virer. Et puis là, dès que je vais faire un sign-in, hop, tiens. Alors, unexpected token W in JSON at position 0. Alors, on a eu un petit souci quelque part. Wrong password? Ah oui, oh là là, c'est ABC 1, 2, 3. Oui, vous savez quoi? Attendez, je vais... Alors, ce serait bien que ce wrong password, il me l'affiche en fait, hein. Bon. Pour l'instant, on va commencer avec un bon password, et puis ensuite, il faudra qu'on gère les cas d'erreur. Alors, regardez bien, là, normalement, dès que je vais cliquer Sign In, je vais avoir un token qui apparaît. Sign In, hop, voilà. Et j'ai un token qui vient d'apparaître ici. Voilà, qui est là. Maintenant qu'il sera storé, à chaque fois qu'on fera une requête, on l'enverra. Mais bon, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est gérer le cas d'erreur où on a un wrong password. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans un wrong password? Il nous avait renvoyé une 400 là. Et vu qu'il nous a renvoyé une 400, je pense que, voilà, au lieu de nous faire un console error, là, il pourrait aussi nous dire qu'il y a eu un petit souci. Alors, on pourrait peut-être stocker ce message d'erreur. On pourrait peut-être stocker le message d'erreur, voilà, dans notre data. Et donc là, bah, on va lui dire, allez, on va appeler quoi? Error. De base, ce sera une string vide. Et puis, on va lui dire, eh bien, console.error, ok. On va lui dire this.error est égal à R. Voilà. Et puis, ensuite, on pourrait aussi lui dire que si, voilà, sign in button, machin, span if has invalid credentials, class error message. Voilà, bah écoutez, on peut faire la même chose ici, hein, span if. Alors là, bah, ce sera error, class error message. Et bien là, qu'est-ce qu'on va lui mettre? La valeur de ce machin-là, ce sera quoi? Ce sera, alors je crois que c'est des doubles moustaches, enfin, on appelle des moustaches en fait, du coup. Error, c'est error ou errors? Hop, attendez. Il est où mon data? Il est là, c'est error. Ok, très bien. Donc c'est-à-dire que j'ai une fonction là qui affiche un message d'erreur en cas de souci.
Ok, on reload. Donc là j'ai ABC 1, 2, 3, donc normalement ce sera pas bon. Faire sign in. Syntax error unexpected token W in JSON. Ça c'est un problème de parsing. Hein. Wrong password. En fait, vous voyez qu'on reçoit bien l'erreur, mais ensuite le problème derrière, c'est que on cherche à afficher un truc. Est-ce que ce serait pas plutôt... Alors attendez, hein. This.error. Et si on essayait plutôt de la stringifier, ce serait peut-être plus facile. On retente. Voilà. Ah non, là il nous envoie un objet vide. Bon, on annule, on remet ça comme c'était avant. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit là? En fait, le problème c'est login page à la ligne 20, 21 et à la ligne 13 aussi. Donc, ah non, c'est login page vue 13 et 21. Alors, login 13, donc c'est fetch URL et options. Ok. Et là, c'est console error R. Ok. Ça m'étonne quand même. Hein. On va réessayer. Hop. Syntax error unexpected token W. Est-ce qu'il y a un W quelque part ici? Est-ce que si je regarde là, ouais, en fait, c'est le W, en fait, lui, il s'attend à recevoir du JSON, effectivement. Puisque moi, je lui ai dit, quand il faisait une requête, là, dans les options, regardez dans les options, je lui ai dit Content Type Application JSON. Donc, en fait, lui, il s'attend à recevoir du JSON en retour. Donc, ce serait bien que, en fait, notre serveur, il nous renvoie du JSON aussi. Donc, on va faire ça. Là, en fait, je pense qu'il y a plutôt un problème du côté back. Donc, on va retourner voir notre back. Et on va aller dire que, bah, en fait, tout ce qu'on renvoie, il faut toujours que ce soit du JSON. Alors, on était sur une fonction log. Et alors, la fonction log, où est-ce qu'elle était? Check password, catch rest status, stand. Voilà, vous voyez qu'il nous envoie une erreur là. Rest statut 400, user not found. Ben ouais, à chaque fois qu'on fait un stand, voilà, là, vous voyez qu'en fait, le stand wrong password, en fait, c'est pas du JSON, ça, hein, c'est juste une string. Et je vous rappelle qu'un JSON, c'est censé être un objet. Donc peut-être que on pourrait lui dire, voilà, on va lui passer un message wrong password. Et puis on pourrait faire pareil aussi pour ça. On va lui mettre r2.err. Et puis là aussi, pareil, on va lui mettre, on va lui demander d'envoyer un, voilà, ouais, ouais, on va mettre error, ouais, on va l'appeler error, c'est bien ça. On l'appelle error. L'autre aussi, on va lui dire error wrong password. Puis catch, lui aussi, on va lui mettre error et on va l'appeler error, comme ça. Donc là, dans tous les cas, voilà, maintenant on va recevoir du JSON. On pourrait peut-être faire pareil pour le sign up user, puisque voilà, password don't match. On va lui mettre error .passwords.match. Lui, pareil, on va lui dire d'envoyer du JSON avec erreur already exist et catch quand il y a une erreur, et bah tu me renvoies l'erreur mais entre accolades, ce qui est le même que erreur de point erreur. Et donc c'est un peu comme un objet. Ok, donc on referme ça, on referme tout, on va retenter, hop. Voilà, et donc là, on a bien reçu, vous voyez que maintenant on a reçu erreur de point wrong password. Et donc ça va être plus facile à parser pour view, puisque on lui avait dit que console log erreur, voilà. Et donc là, on va plutôt mettre json.stringify error. Donc là, en fait, il va prendre le JSON et en refaire une string. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Wrong password, ok. Alors this.error, ok, très bien. Et pourquoi est-ce que alors if error, class error message error, ok. C'est intéressant qu'il nous fasse rien. Alors vous savez quoi déjà, quand on fait du conditionnel, faites attention aux coercions. Vous voyez que error, là pour l'instant c'est une string vide. Le string vide, je sais pas à quoi ça coerce. Ça veut dire que regardez, si je fais du console, si je lui dis est-ce que
si je lui dis est-ce qu'une string vide c'est vrai ou c'est faux? À quoi ça peut? Ok, c'est faux. Ok, très bien. D'une manière générale, c'est mieux de passer quelque chose à nul, comme ça on est sûr. Enfin, c'est mieux qu'une string vide. Ok, donc je lui dis s'il y a un problème, this.error est égal à json.stringify error. Ah mais non, quoique, attendez. Oui, voilà, donc cette erreur en fait c'est un objet. C'est le résultat d'un objet. C'est ok, this.error. Ok. Attendez, en fait, peut-être que ce R en fait, attendez, hein, je vais faire sign in. Voilà, en fait, ce R c'est cet objet qui contient error. Ah, alors, vous voyez ce i bleu là, ça veut dire qu'en fait il a été évalué quand je l'ai ouvert. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas ça que j'ai reçu. Attendez, je vais quand même faire console log. Ça va faire pour voir la valeur qu'avait ce machin là quand je l'ai reçu. Vous pouvez utiliser le spread operator. Vous créez une copie de l'objet en fait, c'est-à-dire vous le mettez entre accolades et 3 points. Ça vous crée une copie de l'objet. Comme ça en fait quand ça le log, vous aurez la valeur que ça avait quand vous l'avez reçu et pas quand vous avez cliqué dessus. Alors on va refaire ça. Hop. Bien, ok, donc bon, ça marche. Ok, alors si, au lieu de nous afficher le R, il nous mettrait le R.error, puisqu'on a fabriqué, voilà, qu'est-ce que donnerait ça? Non, ça il nous l'affiche pas, hein. Ah oui, en fait j'ai l'impression que le log, il arrive pas jusqu'au log en fait, j'ai l'impression que... Ok, et oui, donc en fait j'ai l'impression qu'il nous affiche pas... Ah, il nous affiche le res. Tiens, c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'il nous affiche le res alors que normalement le res c'est dans le then? Ça c'est très bizarre, attendez. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, ça va, lui il va bien, il fait du res. Par contre, si je fais du ABC 1, 2, 3, donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il me montre ce qu'il envoie, il en reçoit un 401, et par contre, il me fait un res quand même. Alors ça, c'est très bizarre qu'on soit dans le res. Et on est à la ligne 16. Pourquoi est-ce que ce res, il est quand même exécuté, alors qu'on est censé... c'est très bizarre. J'ai quand même vérifié dans le network, qu'est-ce qu'on a reçu? Vous voyez on a bien reçu un 401. Donc pour moi, quand on reçoit un 401, on est censé rentrer dans le catch, pas dans le res. Et moi j'ai l'impression qu'on est rentré dans le res alors que pour moi il aurait dû rentrer dans le catch. Donc on va chercher un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait chercher sur Google? On va lui dire, alors on va fermer tout ça, on n'a pas besoin, mais on pourrait lui dire fetch results even on 400. Voilà. Et on va voir. Alors effectivement, c'est une question que se posent pas mal de développeurs. Je vois qu'en fait, il y a un gars, il a utilisé un truc pas mal. Il fait ifres.ok. Et effectivement, je me souviens que GitHub Copilot, il m'avait proposé ça. On pourrait regarder ça. Donc vous avez une propriété OK sur la réponse qu'on pourrait utiliser. Alors on va voir. Ah, attends, je vais quand même vérifier. Ifres OK, return machin. OK. Donc lui, en fait, comment est-ce qu'il utilise ça? Return OK. Ça ne dit pas comment rentrer dans le catch. If machin. Ouais, alors je suis sur un article, comment gérer les 400 et les 500 avec Fetch. Alors en fait, vous savez que, bon, moi j'utilise Fetch, mais il y a beaucoup de gens, ils préfèrent utiliser une librairie qui s'appelle Axios. Axios, ça vous permet de faire à peu près les mêmes choses que Fetch, mais c'est peut-être un petit peu plus facile d'utilisation. Donc moi je vous en voudrais pas si vous utilisez Axios, il y a beaucoup de développeurs qui préfèrent ça. Mais ensuite, nous, voilà, on a démarré avec Fetch, donc on va rester avec Fetch. Voilà, Axios, Promise-Based HTTP Client, blablabla. Bla. Donc, je vous invite à regarder cette documentation qui est pas trop mal. Ensuite, nous, on a décidé qu'on faisait du fetch, donc on va faire du fetch. Alors, comment est-ce que eux ils font? Voilà, regardez ça, c'est important. La promise return from fetch will not reject on HTTP error, même si c'en est en 404 ou en 500.
Voilà, donc en fait, c'est exactement ça notre problème, c'est qu'on n'est pas dans le reject. En fait, il va le résolve normally avec un OK status state set to false. It will only reject on network failure or if anything prevented the request from completing. Voilà, donc en fait, bah, c'est exactement le problème qu'on a. Alors, comment est-ce que eux ils font? Alors, voilà, eux ils font comme ça. Throw error response.statusText. Voilà. Et donc, quand vous faites un throw, ça vous permet ensuite de faire un catch. Donc, on pourrait essayer de faire ça. Alors, console log res. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'était passé quand on avait fait un console log de notre res? Normalement, quand on fait un console log de notre res, il a une propriété qui s'appelle OK. Alors, où est-ce que je le trouve? Est-ce qu'on peut la trouver là-dedans? Est-ce que j'ai un OK là-dessus? Non. J'arrive pas à le voir. Alors, on va lui dire res.console log is res OK. Et on va dire console log res.OK. On va faire ça. Qu'est-ce que ça donne? Is res OK undefined. Ok, c'est bizarre. Et si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, is res OK undefined. Donc ça marche pas non plus. Ah, alors peut-être que mon res OK, je le fais intervenir après la transformation en JSON, donc c'est peut-être ça. Bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais ouvrir cette fonction là en anonymous function, et puis je vais lui dire console log de res, je vais la mettre ici là. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, le sign. Là, donc voilà, j'ai tout l'objet de la réponse et j'ai le OK qui est false. Et là, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, dans mon response, j'ai OK qui est true. Donc en fait, on est bon là. Donc en fait, c'est ici que je pourrais faire du throw ou du catch. Bon, bah alors, écoutez, on va faire comme ça. Alors, res, qu'est-ce qu'on veut faire de res? Bah nous, on va dire bah, if res. Ah bah voilà, vous voyez que j'ai du ah bah super. Bah, il nous le propose là en fait. If res.statut est égal à 200, alors return res.json, sinon throw new error avec res.statut. Bon bah c'est parfait ça. Et ensuite, là on sera bon. Catch console error, ok. Alors pour l'instant je vais enlever le this.error, je vais juste faire le console error de R, ok. Alors on y va. Donc là, ABC 1, 2, 3, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Error unauthorized. Ok, parfait. Si je lui dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, là on est bon. Alors ABC 1, 2, 3, il me dit post 401 unauthorized. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon, jusque là on est presque bon, hein. Alors c'est pas rest status 200, j'aime pas trop. Je préfère dire if res ok. Voilà. C'est un peu mieux. Et puis d'ailleurs, ça me permet de, hop, de mettre ça sur une seule ligne. Voilà, et puis du coup, comme ça, j'ai pas besoin du else. Voilà, c'est un peu plus propre comme ça. Donc, if res ok, return res.json, comme ça le zen d'après pourra l'utiliser. Sinon, tu me throw un new error en m'envoyant le status text, et comme tu me throw le new error, bah là ensuite je pourrais le catcher. Et alors dans le catcher, dans le catch, on fera un console log de l'erreur. Alors l'erreur, où est-ce qu'elle est? Hop, l'erreur elle est là, c'est unauthorized, machin. Je vais dire this.error égale à json.stringify r. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ah, alors on y est presque, mais non, c'est toujours pas bon, hein. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas bon? Console, error. Hein? Alors, où est-ce qu'elle est mon erreur? Elle est là, unauthorized, mais il me dit pas pourquoi. On va regarder notre response ici. Ah oui, d'accord. En fait, vous voyez, ce qu'il nous a envoyé comme erreur, c'est le res.statusText. Moi, c'était pas le res.statusText que je voulais. C'était c'est l'erreur que j'ai envoyée là. Je vais lui redemander à nouveau de me loguer ma réponse avant de faire quoi que ce soit. Et on va regarder ce que ça donne.
sign in. Voilà, donc là, il me log toute ma réponse qui est là. Et vous voyez qu'en fait, il allait me chercher juste unauthorized, parce que unauthorized, c'est le résultat de 401. Moi, ce que je voulais, c'était pas vraiment le unauthorized, c'était vraiment le résultat de la réponse. Alors, eh ben, comment est-ce qu'ils nous ont fait ici? Ils ont fait function, if response, ok, eux, ils font le response.status text. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ils font response.status text, ok, status text. Voilà, réponse.status text, status text, ils font toujours comme ça, hein. Status text, ok, bon bah, moi ce qu'on pourrait faire, get body from 500 response peut-être. Alors, c'est pas vraiment. Alors, c'est pas vraiment une 400. Ok. Alors là, on n'est pas du tout sur le même. Okay. Voilà, how to get error message from HTTP response. Voilà, on a trouvé des petits trucs ici. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On dirait que là, c'est du error.message. On va voir si ça marche. Alors, res.message. Ah non, mais attends, oui, non. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais envoyer, au lieu d'envoyer le status text, je vais envoyer, voilà, toute l'erreur. Voilà. Ah, par contre, il veut que ce soit du string. Mince. Bon, bah, je vais lui stringifier la réponse en entier. Comme ça, au moins, on pourra l'afficher. Et ensuite, là, je lui fais un sign in. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Unauthorized, headers. Bon, alors JS fetch catch response body. On va chercher un truc comme ça, hein. JavaScript fetch catch response body. On va voir comment est-ce que eux ils nous disent de faire. Là, j'ai trouvé un truc pas trop mal ici, hein. Vous voyez, lui il nous dit, puisque le texte est caché à l'intérieur de la promesse, il faut le gérer comme une promesse pour le voir. Donc en gros, il lui fait un fetch, puis si on n'a pas un res.ok, tu nous return res.text, ok, then le texte, tu nous trouves une erreur avec le texte. Ah, c'est intéressant ça. Oh là là, franchement, je comprends pourquoi des gens utilisent Axios, hein, c'est pas super. Donc on va faire donc if res ok return res.json, ok. Et donc dans le cas où on a une erreur, donc qu'est-ce qu'il dit de faire lui? Et donc lui en gros il dit de prendre res.text, ok, qui lui-même en fait nous renvoie une promesse d'après ce que je comprends. Voilà, donc apparemment text lui-même nous renvoie une promesse. Et ensuite là avec le résultat de cette promesse, là il nous fait un throw new error. Franchement, ok. Then, et alors avec hop, bim, voilà. Donc en gros, res.text, then text devient console log, donc hop, error. Là, en fait, même ce texte, on pourrait l'appeler plutôt error, hein, je comprendra un peu mieux. Console log error, throw new error, json.stringify. Bah oui, et là, on va juste l'appeler error. Et là, normalement, ensuite, je devrais être capable, je vais enlever le stringify là, je devrais être capable ensuite de l'afficher en rouge. Donc la première fois, normalement, je pense que ce sera affiché en blanc, la deuxième fois en rouge. Puisque là, on est dans un then, et qu'après, on sera dans un catch. Et que quand tu fais un throw, et ben ensuite, ça te permet de catch. Alors c'est parti, hop, on y va, go. Voilà, donc là, j'ai mon error wrong password, et là, c'est bien, je l'ai en rouge, là, parfait. Oh bah putain, ça n'a pas été facile. Ok. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est que le error qu'on voudrait afficher, c'est le r.error. Voilà. Voilà. Donc ça, si je fais ça, maintenant, il me dit... Il va recommencer. Hop. Sign in. Voilà. Pourquoi est-ce que lui me dit non, il veut pas? C'est pas impossible qu'on ait quand même besoin de faire un return.
Quand vous voyez un undefined comme ça avec des promesses, c'est qu'il n'a pas réussi à choper ce qui venait avant. Donc là, vous voyez que si on a un res OK, il nous fait un return de res.json. Donc le résultat de res.json sera injecté dans ce res ici. Par contre, dans ce catch-là, apparemment, ça ne suffit pas de faire un throw. Il faut peut-être encore mettre un return ici. Mais ça m'étonnerait quand même. On retente. Non, effectivement, c'est pas ça. Donc bon, je peux virer ce return. Je pense pas que ce soit ça. Non, moi je pense alors vous voyez qu'en fait l'erreur là quand on la reçoit, vous voyez que là on a R de point. Alors, attendez. Console log erreur de point error. Donc là en fait il nous fait erreur de point et il nous passe ça. Donc on voit qu'en fait cette erreur c'est pas une string, on voit que c'est un objet. Enfin non, on dirait plutôt que c'est un. Non, on dirait plutôt que c'est une string, ouais. Et moi peut-être que c'est possible que le erreur là il n'arrive pas forcément à nous remonter à des objets complexes. Peut-être qu'on pourrait l'appeler const message est égal à voilà erreur split 1. Est-ce qu'on pourrait loguer le message là? Est-ce que ça marcherait comme ça? Message wrong password. Voilà. Alors j'aime pas trop le error split 1. En fait, ce qu'on pourrait faire, ce serait plutôt de faire un json.parse de error et ensuite de prendre le message qui est dessus. On va retenter. Oh, merde. Ok. On va juste parser. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on a error. Ah d'accord, en fait le message ok, ça s'appelle error, c'est pour ça. Du coup, on va l'appeler. Ah ouais. Au lieu de. Voilà. On va l'appeler R. Voilà. Et puis const error sera donc json.parse r.error, ce qui revient à dire const error est égal à json.parse. Ensuite console log error. Voilà. Et là ensuite, quand on va faire un throw new error, on va juste lui passer un seul message d'erreur. Donc là pour moi là c'est bon. On y go. Voilà. Message wrong password. Et là il me dit incorrect in promise, error wrong password. Là vous voyez on a enfin un bon message d'erreur. Parfait. Ok, donc qu'est-ce qu'on va dire dans le console error? Hop, je vais lui demander de loguer un R comme ça. Hop. Cannot read properties of machin, token. Ouh là 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 là. Bon, vous savez quoi? Le catch, apparemment, c'est uniquement utilisé pour des erreurs réseau. Donc en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que hop, on va tout mettre là-dedans. Voilà, on va pas se casser la tête. On va dire this.error. Alors, oui. This.error est égal à json.stringify_r. Donc non, du coup, ce sera juste this.error qui sera égal à error. Voilà. Et puis, hop, s'il y a un souci là dans le console.error, voilà, on mettra juste ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Là, sign in. Voilà, là j'ai bien le wrong password qui apparaît. Parfait. Ok, donc là, fields cannot be empty. Ah, par contre, il me dit, ah, c'est intéressant. Il me laisse le wrong password. Ok. Bah, ce qui serait bien, c'est que on mette déjà un P à la place du span. Donc là, à la place de ces span, on va mettre des divs. Voilà. Fields cannot be empty. Et puis le wrong password, c'est bizarre qu'il soit encore là. Alors, on va peut-être rajouter une deuxième condition. On va lui dire if not has invalid credentials and error. Voilà. Donc l'erreur ne sera montrée que si on n'a pas de problème de credentials invalides. Voilà, donc là je vais lui mettre spam. Ouais. Wrong password. Ouais, voilà. Pourquoi est-ce qu'il me met comme ça? Je regarde vite fait. View conditional rendering.
Je vais faire, attendez, view conditional rendering multiple conditions. On va voir si on peut faire des multiple conditions. Lui. Alors, comment est-ce que lui dit? Vif item.fullname and item.fullname est différent des machins. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vif, est-ce qu'on envoie? Je vais chercher un end. Est-ce que j'ai un end là-dessus? Non. Je pense que c'est notre fonction en fait qui. Alors attends, disabled égale has invalid credentials. Alors has invalid, voilà, c'est isForm valid. Set form validity. Ouais, le isForm c'est pas très bien. On devrait l'appeler set form validity. Ouais, on est bon là. Donc en fait, voilà, quand j'en ai arrivé que il était que je me mets à taper, hop, il me remet quand même le wrong password. Donc là, c'est pas super. Ce qu'il faudrait, c'est que ce message disparaisse dès qu'on se met à modifier la valeur là. Dans ces cas-là, ce qu'on va lui dire, bah, c'est que dès qu'on est en train de modifier, dès que le watcher il est en train de faire quelque chose, on va lui dire isForm valid is value empty. Je pense que là, on pourrait lui dire reset error. Ouais, on pourrait lui dire this.error égale nul. Puis on va faire pareil là. Donc ça veut dire que donc là, je lui ai envoyé un machin, il me dit wrong password. Là, il me dit fields cannot be empty. Là, dès que je lui mets des machins, ça disparaît. Ok. Donc ABC 1, 2, 3, hop, wrong password, ok. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Ah, ah oui, d'accord, oui, donc on n'a pas fini, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on est bon? Alors, quand on est bon, on était où? On était sur le login. Alors, sur le login, qu'est-ce qu'on disait? Disable, field cannot be empty, machin. Alors, où est-ce qu'elle est notre fonction? isForm valid. Check credentials. Ok, donc c'est. Ah oui, on avait dit qu'on avait rappelé, on avait appelé submit form finalement. Hein. Hop, on retourne là et on va plutôt l'appeler submit form. Voilà. On va voir où est-ce qu'elle est, cette fonction. Elle est là. Set URL, ok, then local storage set item. Et puis voilà, on pourrait lui dire ben, this.router.push home. Et puis là, on sera bon. Ah, il me dit router does not exist on type submit form, mais je pense que ça marchera quand même. On va voir. Donc là, j'ai ABC 1, 2, 3. Il me dit non, wrong password. Ah bah tiens, je vais peut-être pouvoir enlever toutes les consoles log là. Hein. Hop, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Voilà, très bien. Donc hop. Donc il me dit pas possible. Là, on est toujours pas bon. Par contre, dès que je lui dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Ok, bon, c'est chiant, effectivement, donc on n'a pas accès à this.router. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout au début là? Export default, on est dans le fetch, on est dans le submit form. Tiens, je vais enlever ce console log là, on n'a plus besoin. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer le routeur? Ah, ok, en fait, je comprends. Je lui dis this.router et on est à l'intérieur d'une fonction. Et donc, pour lui, this, en gros, bah, this, c'est le propriétaire de l'objet où on est. Autrement dit, la fonction. Donc là, en fait, il cherche router sur submit form, comme si submit form était un objet. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Je suis en train de chercher ça. Property router does not exist on type. Voilà, pour view. Et puis, on va regarder comment les gens y font. Alors, avant d'aller là, je vais quand même vérifier qu'on est bien dans le. Je vais vérifier qu'on est quand même bien là dans le dans le catch. Donc, je rajoute un petit console log là pour le reste. Et puis, je vais quand même vérifier que quand je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien rest qui apparaît. Ok, donc là tout ça c'est bon. Et c'est juste le routeur du coup qui marche pas. C'est bizarre, j'avais l'impression qu'il marchait avant. Bon.
Ah, je sais, je sais. Vu qu'on a utilisé une fonction comme ça, on a changé le this. Je crois que c'est pour ça. Le this, ça désigne plus la même chose. On va changer cette fonction en arrow functions. Const submit form est égal à email password flèche. À mon avis, si je fais ça, ça marchera mieux. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Cannot read properties of undefined reading router. Mais intéressant, c'est un message d'erreur différent. On va chercher autre chose. On va chercher router is undefined. Vu router is undefined. Voilà, j'aime bien ça. This router is undefined in child components. Je crois que on est en train d'approcher un peu le souci. Ok, là je vois qu'en fait il fallait faire le contraire de ce que j'ai fait. Ils disent il ne faut pas utiliser de arrow functions. Don't use arrow functions on an options property or callback. Donc lui il dit voilà, mounted avec une arrow function c'est pas bon, il vaut mieux une fonction traditionnelle. Bon alors je vais me remettre comme j'ai fait avant. Submit, donc fonction submit form, j'enlève ça. Est-ce que ici je pourrais console.log this.router, est-ce que ça marcherait ça? Ah bah tiens, current route pass, est-ce que ça marcherait? Alors, non voilà, il comprend pas router, ok. Je vais lui enlever le routeur alors, et puis je vais juste lui dire console-moi, console log this. J'ai envie de voir ce que c'est que le this là tout de suite. Voilà, le this il est undefined. Ouais, donc ça va pas beaucoup nous aider. Bon, alors j'ai pas réussi à trouver. Par contre, alors en pianotant un petit peu, j'ai trouvé un petit truc. Par exemple, vous voyez que c'est uniquement à l'intérieur de ma fonction que j'ai pas accès au routeur. Par contre, si je suis à l'intérieur d'une autre fonction, j'y ai accès. Donc par exemple, vous voyez le watcher du username. Là, si je lui dis console.log this.router, lui, il y a accès. Vous voyez que donc maintenant, si je mets si je me mets là, je modifie le username, hop, vous voyez que là j'ai accès au routeur qui est là. Autrement dit, c'est que ma fonction à moi qui a un problème. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, vous voyez, si je suis là dans la fonction, voilà, dans ce template là, le submit form, je pourrais peut-être aussi lui passer le routeur en troisième argument. Donc je vais faire ça en fait. Je vais lui dire this.router, donc il va recevoir this.router en troisième argument. Et puis ensuite là, dans le submit form, je vais lui dire qu'il va recevoir un troisième argument qu'on va appeler routeur. Et ensuite, si je le log là, normalement, je devrais pouvoir le voir. J'avais fait un console log de 10, mais on peut le virer. Donc maintenant, si je clique sign in, hop, vous voyez que maintenant c'est bon, j'ai le routeur qui est là. Donc on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. Du coup, où est-ce qu'on était? Voilà, donc ce this router push, pas bien. Mais on pourrait lui dire if res ok, return res.json. Ensuite, local.storage, voilà, donc ça ensuite je vais le mettre ici. Et au lieu de mettre this.router, je vais juste l'appeler router.push. Et ça devrait bien passer. Alors on va voir. On tente. Alors ABC 1, 2, 3, il me dit wrong password. Ok. Si je lui dis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ok, c'est bizarre. Non, ça marche toujours pas. Je vais vérifier comment le routeur il marche. Là j'ouvre le routeur, je vois que sur routeur j'ai bien le push qui existe. Ok. Donc c'est très bizarre que ça marche pas. Alors this router.push slash home. Bon. Voilà. Donc je vois que lui, il a le même souci que moi. This router push not working on methods. Ensuite, il dit j'ai transformé mon this route push en go. Bon, bah écoutez, on va voir si ça marche. Hein. Router.go home. Est-ce que ça marchera? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Ah, d'accord, parfait. Et là, ça marche. Bon, bah génial. Alors évidemment, on doit avoir un petit souci de token, puisque maintenant il faut qu'on joigne le token à chaque requête, mais ça veut dire que là, c'est bon, on a enfin terminé. Bon, bah dans la partie d'après, on s'arrangera pour qu'à chaque fois qu'on fait une requête, il y ait le token qui soit
coller à la requête. Allez, à tout.